Dans le podcast cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant de blues, mais aussi de romance. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses. Je suis Christian Lemay. Bienvenue au Point de Paul Gara. Je serai ce soir exceptionnellement votre animateur parce que nous enregistrons directement de Montréal, oui, en personne et non pas en présentiel, ça ne passe pas avec moi. Donc nous sommes en personne, Paul Gara et moi, pour faire un épisode de Pelleter des nuages, le 7e si je ne me trompe. Oui. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Eh ben, écoute, je suis arrivé il y a très peu d'heures à Montréal. Je suis hyper jet-lagué, donc je pourrais utiliser cette excuse pour dire que je suis nulle dans nos débats. Je pensais que tu allais utiliser cette excuse pour justifier toutes les conneries que tu pourrais dire. Totalement. Et vraiment, du coup, c'est normal que ce soit toi qui sois le host, comme on dit ce soir, parce que, mais oui, nous sommes dans ton salon, en fait. Oui, chez moi. Donc, ça s'entend? Est-ce que Montréal s'entend? Oh, mais bien sûr que Montréal s'entend, mais c'est tellement ouf. Bon. Et comment était la poutine? La poutine était ouf. Oui. Franchement, il n'y a pas de neige dehors. Tu m'avais promis pas de neige. J'ai dit, je n'ai pas de neige. Je tiens mes promesses, donc. Mais oui, quel homme exceptionnel. Donc, tu nous rappelles ce que c'est, pelleter des nuages? Ouh là là, vous êtes un peu fort, monsieur le maire. Pelleter des nuages, c'est cette émission dans laquelle on se pose des questions métaphysiques sur le jeu de société que personne ne se pose. Même temps que c'est vachement cool de se les poser parce qu'elles servent à rien, mais que du coup, comme elles servent à rien, elles sont vachement utiles. Et ça nous amuse beaucoup. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est trop cool de se voir en vrai. Oui, vraiment, l'enregistrement en personne, c'est pas pareil. La magie d'Internet, ça a quand même un petit peu ses limites. Le présentiel, ça... Bon, elle joue la provoque. Donc là, est-ce que même si j'anime, c'est moi qui me lance en premier? Alors ça, c'est un vrai débat. On aurait pu en discuter beaucoup plus longtemps, mais je crois que quand même, parce que, ok, c'est toi qui anime exceptionnellement, parce qu'on est chez toi, oui. On joue à domicile, comme on dit. Donc en fait, mais en fait, du coup, si moi je suis plus forte, tu sais, c'est comme à la Ligue des Champions. Je sais pas si vous suivez la Ligue des Champions, vous. Au football. Bah, tu sais, quand tu mets des buts à l'extérieur, ça compte plus. Ah oui? Ouais, bien sûr. Alors, au hockey, à la fin de la saison, s'il y a une égalité entre des équipes, je crois que le nombre de victoires à l'étranger compte plus, oui, ouais, voilà. d'égalité. Donc, ça fait pareil. Et du coup, on va quand même jouer à domicile en premier. OK. En plus, toi, franchement, t'as fait une chronique high level. Il va falloir suivre. Bon. Il y aura plein d'effets spéciaux dans cette chronique. Oui. Suivez bien le maestro. Je me lance? Mais vas-y. D'accord. Donc, la chronique s'intitule Through the Ages ou Through the Ages, je sais pas comment le prononcer. Oh putain, vas-y. Through the Ages est-il un blues? Ok, donc direct, tu me chambres, en fait. Jamais je n'oserais me moquer des Français. Voyons donc. Allons-y. J'ai passé l'année scolaire 2023-2024 sur les bancs d'école dans ce qu'on appelle ici un cégep. Le cégep, acronyme pour Collège d'enseignement général et professionnel, est une formidable particularité du système scolaire québécois par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Situé après les études secondaires, il dure 3 ans si vous voulez aboutir directement sur le marché du travail et seulement 2 ans si vous comptez aller à l'université. À la différence des institutions postsecondaires du reste du continent, le cégep est à peu près gratuit. Là où une année universitaire coûte approximativement 5 000 $ canadiens en frais de scolarité, donc un peu moins de 3 000 €, le cégep ne dépasse pas les 400 $, soit moins de 300 €. J'ai donc été confrère de classe de jeunes de 17 ans, wow. soit moins que l'âge légal pour acheter de l'alcool ou sortir dans les bars. Donc là, on sait que tu as acheté de l'alcool et que tu l'auras revendu plus cher. Non, je les ai invités à aller prendre une bière, mais ils m'ont dit, on peut pas, Christian, nous n'avons pas l'âge légal. Donc, soit moins que l'âge légal pour acheter de l'alcool ou sortir dans les bars, dans un programme de musique en piano jazz. Vas-y, tu te la racontes. Non, justement. Et si mes performances au clavier ne progressaient
absolument pas assez rapidement pour les exigences de mes profs et les miennes, j'ai énormément avancé sur le plan théorique. J'ai, entre autres choses, appris la structure d'un blues. Le blues est une forme fixe, comme un sonnet en poésie, par exemple. À l'école, vous avez probablement lu Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud ou Le Vaisseau d'or d'Émile Nelligan, que je pourrais vous réciter si vous me payez une bière. Alors, je vais te payer une bière et tu vas le réciter maintenant. C'était un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Bon, on continuera une autre fois. Voilà, on ira boire notre bière après. Voilà. Donc, le sonnet est une forme fixe, toujours 2 quatrains, c'est-à-dire 2 strophes de 4 vers, puis 2 tercets, des strophes de 3 vers, et dont les rimes respectent un ordre précis. Elles sont généralement embrassées. Bref, le sonnet est une forme fixe et le blues en est une aussi. Donc, le blues, c'est une structure courte et facile à mémoriser, ce qui explique, en partie du moins, sa popularité auprès des musiciens. Il s'écrit toujours en 12 mesures, arrangées en 3 lignes de 4 mesures. La mesure, c'est une partie toujours égale en temps d'une pièce musicale. Et là où une chanson peut comporter plusieurs accords de type différents, le blues classique repose sur 3 accords seulement, généralement tous des accords de type 7. Et là, je vous le promets, on va parler de jeux de société bientôt. Là, j'y arrive. Mais laissez-moi encore quelques petites secondes. Donc, de quoi est fait un accord 7? C'est un accord régulier, un accord majeur, auquel on ajoute une note, la 7e mineure. Par exemple, l'accord de Do, l'accord majeur de Do est Do, Mi, Sol. Et là, je vous fais entendre Do, Mi, Sol. D'abord, séparément en arpège. Do, Mi, Sol. Oui. Puis, plaqué ensemble. Plaqué, ça veut dire qu'on joue les 3 notes en même temps. Exactement. Je fais mon intéressante là. Et là, vous avez entendu un accord de Do majeur. Pour faire l'accord Do 7, j'ajoute une 4e note, la 7e mineure, qui est Si bémol dans le cas présent. Ça donne Do, Mi, Sol, Si bémol. Je vous fais d'abord entendre séparément en arpège. Puis les 4 notes en même temps en accord. Si je veux jouer un blues en Do, j'ai seulement 3 accords à apprendre. Do 7, Fa 7 et Sol 7. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les accords 7? Bien, dans notre oreille nourrie à la musique occidentale depuis le ventre de notre maman, un accord 7 appelle une suite. Ce n'est pas un accord conclusif. Il manque quelque chose. La chanson ou la phrase musicale ne peut pas se terminer là-dessus. Un accord 7 crée une tension dans votre oreille qu'il faut résoudre. Je vous fais entendre à nouveau l'accord de Do 7. Sentez-vous, on attend quelque chose. Et ce que vous attendez, c'est l'accord de Fa majeur que je joue à l'instant. Et là, votre oreille est soulagée. Je fais la même chose avec Sol 7, par exemple. Je vous joue Sol, Si, Ré, Fa. Et ce que votre oreille attend, c'est Do majeur. Là, c'est calme, c'est résolu, vous êtes à la maison, votre oreille est heureuse. Donc, quand nous écoutons un blues qui repose sur une succession d'accords 7, nous sommes dans un genre de mouvement perpétuel, d'incessante relance de non-fin. Je fais un exemple avec Blue Monk, un blues de Thelonious Monk que j'aime bien. C'est un blues en si bémol majeur. Les accords sont donc si bémol 7, Ré 7 et Fa 7. Bon, pourquoi je vous raconte tout cela? Bien, vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné il y a très longtemps avoir joué une longue partie, plus de 6 heures, de l'excellent Through the Ages durant la dernière période des fêtes. Moi, je m'en souviens parce que tu me l'as raconté. Oui, je casse les oreilles des gens avec mon enthousiasme pour les jeux de société. Alors, non, pas les oreilles des gens, les miennes, en fait, uniquement, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup, donc voilà. Oui, mais t'aimes beaucoup Through the Ages. Oui, j'aime beaucoup. Donc, pour rappel, Through the Ages est une création de Vlados Fatil, publiée chez Chess Games Éditions, dont la première version remonte à 2006 et la dernière à 2015. C'est traduit par Yellow en français, je crois. Oui. Dans ce jeu, vous dirigez une nation plutôt abstraite, qui n'est ni Rome, Carthage ou l'Empire québécois.
Mais alors, là, personne n'y croit. J'ai jamais vu cette carte. Non, mais t'as manqué quelque chose. Ouais. Donc, vous dirigez une nation abstraite depuis l'Antiquité jusqu'au 20e siècle et votre objectif est de marquer le plus de points de culture. Comme il fait partie de la grande et imprécise famille des jeux dits de civilisation, on ne peut s'empêcher de le comparer aux autres et de se demander ce qui fait l'ADN d'un jeu de civ. Mais qu'en penses-tu, Paul Gara, d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait un jeu de civ? Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est le passage du temps depuis l'aube de l'humanité jusqu'au temps moderne? Est-ce que c'est la durée ou l'ampleur de la partie? Mais un peu tout ça, monsieur Lemay. Peut-être. Est-ce qu'on peut faire un jeu de civ en moins de 2 heures? Non. Est-ce que la présence d'un arbre des technologies est essentielle? Pas forcément. C'est pas juste la question. Ne soyons pas réducteurs. Bon. Et j'aimerais émettre cette hypothèse. Les jeux de civilisation, comme le blues, Oui. sont faits de relance continue sans pause. Et là, je suis plus d'accord avec toi déjà. Bon. Tu vois la lumière enfin. Ouais, enfin. Heureusement que t'es là, hein. J'ai Donc- bien fait de venir. Autant pour Sid Meier's Civilization, le jeu à l'ordinateur, que Through the Ages, plusieurs jeux de civilisation provoquent une sensation de flow continu, de mouvement perpétuel. Il existe très peu de jeux où j'ai autant hâte à mon prochain tour qu'à Through the Ages, ou TTA pour les intimes. TTA ne s'arrête jamais. Le premier tour constitue le premier domino d'une très longue série. Tout s'enchaîne sans moment de répit. Normalement, dans les bonnes pratiques de game design, comme dans les films d'action, on s'assure de faire baisser la tension, de calmer le jeu à certains moments de la partie. Par exemple, dans Finca, quand vous possédez tous les fruits demandés par un village et une charrette de livraison, vous livrez vos fruits. Mais tout simplement, vous ne vous posez plus de questions. Vous atteignez un moment de satisfaction, de calme, une résolution, dirait-on en musique, exactement comme lorsque je joue l'accord de Fa majeur après Do 7. Il y a une baisse de tension, un moment de respiration, de calme. Et vous commencerez tranquillement un nouveau cycle au tour suivant. À Lords of Waterdeep, quand chacun a posé tous ses ouvriers, on reprend ceux-ci et on exécute une phase de maintenance. Dans Terraforming Mars, à la fin de chaque génération, on produit de nouvelles ressources, on reçoit de nouvelles cartes à jouer et certaines de nos actions redeviennent disponibles. À Pandémie, on bénéficie d'un petit relâchement une fois la carte d'épidémie passée et les foyers d'infection majeurs réglés. On pourra arguer que TTA, Through the Ages, aussi a des fins d'âge, mais contrairement à la majorité des Wingspan de ce monde, où on vous redonne des moyens d'agir, TTA vous enlève des moyens, vous rend la vie encore plus difficile en vous retirant des ressources et en augmentant les exigences. Donc, j'entends par tout s'enchaîne sans moment de répit dans TTA que je suis toujours au milieu de plusieurs éléments dans la partie. Au lieu de me limiter à une courte action, Through the Ages me permet en un seul tour de compléter un élément amorcé précédemment et d'en entreprendre un ou plusieurs autres. Par exemple, dans le même tour, je termine les pyramides, je renvoie Moïse comme leader au profit de Jeanne d'Arc et je prends une carte technologique du fer, car au prochain tour, je disposerai d'assez de points de science pour la jouer et augmenter du même coup la qualité de mes mines, ce qui me permettra de générer plus de ressources, ce qui me permettra de... vous voyez le genre. Dans un même tour, je fais tourner la roue, il y a toujours quelque chose en mouvement. Et le ressenti diffère grandement de l'enchaînement de mini-actions rencontrées bien plus souvent aujourd'hui, par exemple dans un Everdell, un jeu que j'adore sortir avec ma fille. Cette sensation de mouvement perpétuel repose sur un mécanisme de point d'action, un mécanisme justement qui est un peu daté aujourd'hui, qui est peu prisé, parce qu'il est propice à l'analyse paralysante, l'AP pour les intimes. Analysis paralysis. Oui, l'analyse paralysis, l'analyse paralysante, c'est une bonne traduction? Ouais, mais je sais pas pourquoi nous en France on dit pas analysante. Non, mais je viens de l'inventer, il n'y a personne d'autre au Québec qui s'en sert. Ok. Brevet de ce terme. Primeur mondial. Donc, au lieu de seulement choisir entre 2 résines ou 3 brindilles, comme je le fais à Everdell, je réalise 4, 5, voire 7 ou 8 actions, ce qui me force à toujours vivre dans le futur parce qu'il y a un enchaînement. Attention, j'affirme pas que l'un génère plus de plaisir que l'autre. Je juge pas de la qualité, mais du type de tension, de la forme de l'émotion. Tant qu'à verser dans la synesthésie, je reviendrai sur le terme de synesthésie
un peu plus tard. Il va falloir que tu l'expliques. Oui, promis. Donc, chaque tour, je dispose d'un nouveau gadget dans Through the Ages. Un nouveau gadget qui améliore l'efficacité de ma machine. Mais je ne peux m'en satisfaire parce qu'au centre de la table, il y a une rivière de cartes à la puissance toujours croissante. Cette rivière devient une véritable métaphore du manque que c'est si bien créé la publicité, qu'elle soit télévisuelle, dans les podcasts que j'écoute ou dans mon fil Facebook. Cette publicité m'empêche d'atteindre la satisfaction car elle me fait savoir qu'il y a toujours une carte meilleure que celle que je viens tout juste de poser au terme d'efforts considérables. Et si je ne travaille pas comme un fou pour me procurer ce nouveau gadget, je serai totalement dépassé par les autres. Il me faut plus, il me faut continuer. On ne s'arrête jamais dans Through the Ages, sauf à la fin. Through the Ages et les jeux de civilisation sont des blues sur le capitalisme. Oh! Oui. T'as mis là-bas ultra haut. Bon, c'est une dérape, comme j'aime bien en faire à l'occasion. En conclusion, par son mouvement perpétuel, son refus de la résolution et des moments calmes, Through the Ages me fait penser à la succession d'accords 7, des accords non conclusifs d'un blues. En rédigeant cette chronique, je me suis demandé quels autres opus provoquaient une émotion similaire. J'ai pensé à Food Chain Magnet et dans une moindre mesure à la plupart des jeux de deck building comme Dominion et peut-être Gizmos. Quand on joue à Dominion, on fait plusieurs actions dans le même tour, une espèce de truc qui tourne. Donc, tous ces titres ont en commun de faire réaliser, comme je le disais, plusieurs actions dans le même tour à la joueuse active. Paradoxalement, ceci entraîne une attente plus longue entre chaque tour. Si le jeu demande à chacune de compléter 4 actions, il faut donc patienter un total de 12 actions avant que la main ne nous revienne dans une partie à 4 joueurs. Par conséquent, pour conserver l'attention et l'intérêt des joueurs durant ce downtime, il faut que les mécanismes provoquent de puissantes émotions de pré- et post-coup. En d'autres mots, l'anticipation qui précède votre tour et la satisfaction qui le suit doivent être très intenses. Mais j'ai envie de pousser plus loin encore la comparaison entre les émotions générées d'un média à l'autre. Quelle forme prennent-elles? Peut-on trouver des synesthésies? Ce mot bizarre que j'ai employé tout à l'heure, oui. Je vais l'expliquer maintenant. Donc, Baudelaire, dans le poème Correspondance, faisait les premières synesthésies. Donc, Correspondance, c'est un poème tiré des Fleurs du Mal, et il établit des liens entre les différents sens, comme l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Je le cite. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants. Donc, on a une association entre l'odorat et le toucher. Donc, des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois et verts comme les prairies. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des équivalences entre les sensations? La question est lancée. Wow. Alors là, je pense que vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu m'as prise dans un guet-apens parce que tu me mets la barre ultra haut pour cette chronique quand même, monsieur Lemay. Ben, Déjà, il faut savoir... J'aime qu'on dérape. Ouais, heureusement que je savais le thème avant parce que du coup, je suis allée réviser un petit peu mes gammes. OK, oui. Oui, je joue un peu de piano, mais vraiment pas du tout à ton niveau. Je n'ai pas... Mais je vais aller un peu revoir ce que ça donnait, tous les accords que tu cites avant que tu nous les joues, exprès pour la chronique. Ensuite, sur les jeux de civilisation, moi, je suis pas très familière de ces jeux-là. Donc, c'est pas forcément... Même si pour le coup, Through the Ages, c'est un des rares que je connaisse. Mais pour mieux connaître des jeux de civilisation en jeu vidéo, je comprends mieux l'idée de ce que tu dis du mouvement perpétuel parce que c'est vrai que ce sont des jeux où tu ne peux jamais te dire que quelque chose est achevé. Je sais pas si c'est un peu l'idée, c'est que rien ne s'achève en fait dans les jeux de civilisation. Ben, il y a quelque chose qui s'achève, mais t'es déjà relancé dans... T'es déjà, voilà, exactement. En fait, même si quelque chose s'achève, c'est déjà reparti dans autre chose et en fait, c'est des jeux où tu ne peux jamais, en fait, tu pourrais ne pas t'arrêter, en fait, il y a ce mouvement permanent. Allez, juste un tour de plus. Allez. Pour finir la bibliothèque. Et oui, voilà. Sauf qu'en fait, il s'est déjà passé 50 milliards d'autres choses, quoi. Je prétends pas non plus connaître très bien Through the Ages. J'y ai joué, mais pas autant que toi, manifestement. Et je n'y ai pas joué à Noël dernier. Mais je vois vraiment cette idée du mouvement perpétuel. Et en fait, c'est des sortes de boucles un peu, non? Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'il y a de la boucle qui t'emporte et qui fait que tu peux plus t'arrêter, en fait, ce genre de jeu où tu
Mais c'est Ou cette tension croissante. un petit peu plus, et on fait un tout. Alors dans les jeux de société, on sait que c'est un peu moins vrai qu'en jeu vidéo, mais on ira toujours un petit peu plus et un petit peu plus et un petit peu plus, et qu'en fait le un petit peu plus fait que tu restes encore. Ben, il y a une forme de mirage. Là, il y a deux choses. Premièrement, dans le jeu vidéo, tu joues seul généralement, donc tu pourrais sauvegarder ta partie et puis revenir. Là, ben, on est dans un autre contexte quand on joue à 3 ou à 4 autour de la table. Mais il y a une espèce de mirage quand tu y joues, c'est que une fois que j'aurai posé cette carte, les choses iront bien. Mais non, c'est pas vrai. En fait, c'est jamais suffisant. Non. Il faut toujours que tu fasses l'action en plus. En fait, il y a toujours une action en plus qui est attendue, non, c'est ça? Et qui est exigée parce que mais là, l'autre, il m'a dépassé militairement, il faut absolument que j'ajoute à mes forces militaires. Et l'autre, il produit plus de fer ou de nourriture que moi, il faut absolument que je suive. Et là, je fais pas assez de science. Et là, j'ai posé une carte science, je suis devenu meilleur, mais l'autre, il a augmenté aussi sa production de points de science. Donc, ce n'est jamais assez. C'est un peu, à la fin, c'est un peu un clin d'œil quand je dis c'est un peu sur le capitalisme, mais il y a quelque chose de ça, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais suffisant. Il faut pas s'arrêter. Oui, donc en fait, tu ne peux jamais arrêter le flux de production. Le jeu te maintient dans cet état de tension constante qu'il faut toujours faire plus, en fait. En fait, ce que tu dis, c'est que dans son design, le jeu, même s'il a plusieurs aires, et parce que c'est vraiment ça, il y a plusieurs types de cartes de mémoire dans. Donc, il y a 3 paquets. Ouais, il y a 3 paquets. 1, 2, mais en fait, c'est anecdotique, finalement, le fait qu'il y ait 3 paquets. Ils s'enchaînent les uns les autres, et en réalité, tu ne les vois pas passer, en fait. Il n'y a pas une... Bon, là, à mon humble avis, j'ai joué... En comptant les parties sur l'iPad, je sais pas, moi, j'ai joué peut-être... L'appli est très, très bien. Elle est super. C'est une des rares... qui est vrai. Et mieux que sur VGA, largement. J'ai pas joué sur BGA. Bon, voilà. Bon, le sujet est réglé. J'ai sans doute joué une bonne trentaine de parties. Mais toi, est-ce que tu joues beaucoup à des jeux de Civ sur PC? Là, j'ai une confession à faire. Waouh! Dans mes objectifs de l'année, parce que oui, je fais ça, j'avais de jouer une partie de Civilisation parce que j'ai jamais joué une partie complète. J'ai déjà amorcé, j'en ai jamais complété une. Sauf que je vois bien comment ça fonctionne. J'ai déjà vu des vidéos et on m'en a déjà parlé aussi abondamment, notamment Manu du Scorpion Masqué qui a joué. Donc, je ne joue pas aux jeux vidéo, très peu. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu crois pas? Moi, je pense qu'il y a vraiment d'autres types de jeux vidéo qui te font ressentir le même feeling et qui sont pas du tout des jeux de civilisation, mais je pense à des jeux comme The Sims. Je sais pas si tu as déjà joué à des jeux comme The Sims. Oui, je vois bien. Donc, mais je suis d'accord qu'il y a d'autres types de jeux qui le font. Et là, alors, c'est de la simulation de vie, en fait. Mais c'est des jeux où tu... Sortir des poubelles. C'est ça qu'on fait? Alors, moi, mes persos, je sais pas ça du tout. Moi, ils allaient dans le jacuzzi. Mais je sais pas ce que tu fais des persos, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais c'est vraiment le type de jeu. Je trouve que tu as exactement le même genre de sentiment. C'est-à-dire qu'une action n'appelle une autre. Et en fait, t'as jamais aucune fin. Enfin, il n'y a pas vraiment de fin. En fait, d'ailleurs, ça peut pas s'arrêter. Mais c'est même grisant. Voire trop, en fait. Alors, je sais pas si tu rentres dans le flow, puis je veux dire, t'es dans un ouais, constant. Mais dans le flow, de mémoire, pour en avoir discuté avec des gens qui connaissent un peu le jeu vidéo, pour côté du flow, il faut vraiment pas que faut que t'aies aucune rupture, donc il faut pas que t'aies les autres. En fait, la différence entre ce qui fait que le jeu de société a du mal avec le concept du flow, oui, parfaitement comme on l'a en jeu vidéo, c'est que justement t'as les autres. Et les autres, ils peuvent rompre le flow, en fait. T'as l'attente, et puis ce qu'ils vont dire, le downtime et leur action. Mais c'est ça qui fait un peu la différence entre le jeu de société et le jeu vidéo. Et dans le concept du flow, c'est que le flow, c'est aussi que tu aies une satisfaction régulière. En fait, tu fais des actions qui t'apportent une satisfaction régulière. Et la difficulté dans le jeu de société, c'est que d'abord, tu as les autres. Comme toujours, l'enfer, c'est les autres. J'ai vu le film. Ouais. Mon Dieu. Blague, c'est j'ai cru que tu allais me dire, c'est quoi, comme dans L'écume des jours, Jean-Sol Partre. Ah oui, Jean-Sol. Et en fait, c'est ça qui bloque ce concept du jeu vidéo qui est hyper fort et que pense que tu retrouves dans des jeux de civilisation comme dans les Sims, où tu as ce moment de tu fais un truc et t'entreprends, et chaque entreprise est une petite satisfaction qui s'accumule, etc., etc.
Et là, je comprends que dans TTA, enfin, dans ce genre de jeu-là, tu as ce ressenti, en fait. Ben, moi, je l'éprouve. Puis là, ben, pour faire une petite précision, donc je pense que cet état de mouvement perpétuel, il peut exister dans d'autres types de jeux, bien sûr. Sauf que je postule qu'il est peut-être un élément constitutif, ou en tout cas important, des jeux de civ tels qu'on les connaît. Donc, mais il n'est pas exclusif à ce type de jeu. Bah après, dans les jeux de civilisation, bah, je te disais, moi, je suis pas hyper familière non plus. Le seul jeu que je connaisse vraiment, c'est Age of Empires. Et t'as ce côté, en fait, de mouvement perpétuel où ça s'arrête jamais. Et de toute façon, tout ce que tu entreprends. Et il y a jamais ce côté de maintenance. En fait, tu passes d'un âge à un autre de façon très naturelle et t'enchaînes. Mais c'est assez marquant dans Through the Ages, justement, quand on passe d'un âge à l'autre. On va dire le reset ou la remise à jour est extrêmement rapide. Je veux dire, tout le monde enlève un certain nombre de ressources de son plateau et on met un nouveau paquet de cartes devant la rivière et tout on défausse ou on discarte, comme on dirait ici, des cartes. Défaussées. C'est très rapide, en fait. Donc, et le jeu devient plus exigeant au lieu de nous donner un moment de répit. Ouais. Donc en fait, donc c'est vraiment l'enchaînement qui est crescendo. En fait, comme dans de la musique où ce serait un peu crescendo. Oui. Parce qu'après, quand tu parles de la musique, alors après, moi, je connais pas du tout. Je l'ai dit, hein, moi, je sais un peu jouer du piano, mais vraiment très light. Je suis pas du tout spécialisée en blues et tout, mais en fait, quand tu l'expliques, ce que je comprends, c'est que tu dis, c'est que finalement, notre oreille, pour être heureuse et pour que ce soit harmonieux, elle attend quelque chose. Oui, donc dans un accord 7, il y a... En fait, il y a un truc qui est vraiment que, en fait, on a... irritant pour l'oreille. Ouais, c'est ça. C'est que notre oreille, elle a été formatée pour attendre une sorte de succession d'accords. Un peu comme notre esprit est formaté par une idéologie dominante qui existe dans la société, ben notre oreille aussi, elle a été formatée pour un type de musique, en fait, enfin un type d'organisation d'accords. Oui, et si on était en Asie, ben on fonctionne sur un autre système musical et on n'aurait pas du tout les mêmes attentes qu'on a ici en Occident. Et donc, tu veux dire que le blues, il propose quelque chose d'un peu différent de ce qu'on... Non, mais le blues repose sur une succession d'accords qui sont non conclusifs, contrairement à la plupart des chansons qu'on écoute. Ok, donc tu veux dire que d'habitude, la musique qu'on écoute... La chanson populaire. Elle est finalement, c'est une boucle. Oui, il va y avoir... on arrive à une fin. Oui, c'est ça. Mais que dans le... Pardon. Ce qui va suivre un accord 7, par exemple, ce qui va suivre Do 7, c'est l'accord de Fa majeur. Ok. Normalement. Donc en fait, notre esprit, il est formaté pour que ce soit quelque chose de fini. On a tellement entendu cette succession-là qu'on l'attend et... On l'anticipe. On l'anticipe, exactement. Et que dans le blues, c'est pas le cas. Non, juste dans le blues, c'est ça, on le fait pas. En fait, dans le blues, tu veux dire que ça relance, comme dans les jeux de civ, ça relance une nouvelle ère et ça relance Exactement. Un nouveau cycle de production et un nouveau cycle de machin et un bideux. Oui, l'accord 7, c'est pas un accord. Pareil, elle peut pas terminer là-dessus. Faut qu'il y ait d'autres choses après. Donc c'est jamais fini. Exactement. Donc c'est un infini. Oui. Ok. Waouh. Voilà. Bon. Moi, j'avoue que mes limites musicales, je peux pas te challenger, en fait. Mais là, tu m'as pris en traître. Je suis présente. J'étais prête pour le combat dans la boue. Et là, bim, tu me sors un truc où je suis quand même pas du tout assez carénée pour venir te challenger. Et j'aimerais déjà tout de suite, je suis certain que des musiciens beaucoup plus chevronnés que moi viendront dire oui, mais si, et ils auront raison. Et on les attend. Non, je suis très, très, très humble dans mes connaissances et compétences musicales. J'ai pris la peine de vérifier auprès d'un de mes profs quand même d'harmonica. J'avais suivi des cours d'harmonica même. Mais ça, c'est une catastrophe. Bref, et donc ce que je dis, je crois, n'est pas entièrement idiot ou faux ou inexact. Mais je suis convaincu qu'il y aurait des centaines de précisions à apporter. D'accord, ok. Mais jamais partager cette dérape avec vous. Bon, écoute, merci beaucoup, Monsieur Lemay.
pour nous avoir hosté déjà. C'était ouf quand même. J'avoue que j'ai abandonné la gestion du podcast à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ça se poursuit. But wait, there's more. Ah mais oui, il y a plus. Et attendez, là, moi j'ai fait Toi, t'as fait le truc ultra intellectuel, culturel et tout, mais moi j'ai fait le truc putaclic de l'été. Parce qu'on va parler de quoi, monsieur Lemay? Ben, le truc on va parler de soleil, de plage, de bière, de bronzage. De bronzage. Mais non, on va parler de sexe, bien sûr. Ah, évidemment. Putain, mais attends, le meilleur sujet, celui qu'on attend tous. Et oui, on va parler de sexe, de romance et de jeux de société et ce n'est pas antinomique. Et oui, je l'ai dit, on est à l'approche de l'été, hein. Et donc c'est forcément le meilleur moment pour une chronique torride consacrée au sexe et aux jeux de société. Et tu remarqueras que j'ai emprunté le titre de la chronique à un film qui a été Palme d'Or à Cannes, que tu as vu bien sûr. Tu as vu Sexe Mensonge? Non. Et Vidéoteps, non, tu ne l'as pas vu? Non. Alors, il faut absolument que tu répares c'est une excellente Palme d'Or. Vraiment, je te la conseille. Film excellent, où il y a très peu de sexe d'ailleurs dedans. C'est toujours le cas. Donc on va parler de sexe et de jeux de société. Et parce que les jeux de société, c'est bien, mais le sexe, c'est quand même mieux. Bah si. Est-ce que tu dis le contraire? T'as pas connu la publicité de Snapple, toi? C'était un thé glacé dont la publicité à la télé dans les années 90, c'était de dire c'est peut-être même mieux que le sexe. J'étais pas né dans les années 90, moi, monsieur. Non. Alors oui, évidemment, je triche, hein, j'ai dit sexe, mais c'est surtout pour attirer l'attention de vos oreilles, bien sûr. Hein, c'est pour faire du buzz. Et ben oui, on va parler de sexe, mais bien sûr d'amour aussi et de romance. Oh là là, d'émoi et de sentiments amoureux. Et puis de comment cette thématique, hein, qui occupe quand même 90% des préoccupations humaines. Alors j'ai dit ça, mais c'était un pourcentage complètement random. Non, mais je pense que dans les faits, c'est 110%. Ouais, oui, en tout cas pour moi, clairement, c'est 110%, voire 120, 150. Et de comment cette thématique, est-ce qu'elle trouve sa place dans le jeu de société, hein? Voilà une bonne question. Et je pense que la question, malheureusement pour les joueuses insatisfaites, bien sûr, elle est trop vite répondue. Et cette préoccupation humaine, elle est pourtant inexistante. Qu'on la définisse comme un thème ou bien qu'on recherche des jeux qui nous procurent des émotions qui s'en approchent. Alors oui, je suis un petit peu de mauvaise foi parce qu'elle existe, mais elle n'est jamais sérieusement traitée. Pourtant, si on regarde les autres œuvres culturelles, parce que tu sais que le jeu de société, il aimerait être un objet culturel, donc allons regarder du côté des autres œuvres culturelles. Je pense que la question de l'amour, du sentiment amoureux, de la sexualité, c'est quand même un thème prépondérant. Je pourrais citer des centaines de livres, films, musiques qui m'ont marqué, ému, parfois bousculé, qui parlent de l'amour le plus pur, comme du désir, de l'émoi amoureux, comme de la fin d'une relation, qui résonnaient avec mes propres expériences et qui m'ouvraient aussi les yeux sur des choses que j'avais pu ressentir et qui opéraient comme moi des révélations. Alors moi, je n'ai jamais oublié ce chapitre durant lequel, dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel se demande s'il peut oser saisir la main de Madame de Rênal. Est-ce que tu l'as lu, C'est un extraordinaire passage. Mais je pense que c'est le passage qu'on est 13, 15, 20, 25, 45, 50 ans et on est toujours dans cette situation et ça dit tellement tout de ce que c'est l'émoi amoureux, ce moment où on ose prendre la main ou pas. Alors, dans le jeu de société, moi, j'ai jamais rien éprouvé de tel, jamais. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, je joue plus à des jeux de société que je ne m'adonne à aucune autre activité culturelle. Dans le jeu vidéo, il y a certains jeux qui incluent dans leur narration de l'amour, du sexe ou de la romance et qui peuvent réellement avoir une incidence sur le déroulement du jeu, mais aussi susciter des émotions chez les joueuses. On va trouver les fameux dating simulators, ces jeux de drague dans lesquels généralement l'objectif est de parvenir à un niveau de relation élevé avec un personnage du jeu. Dans le jeu de société, ce thème est mécaniquement peu utilisé et en tout cas sans qu'on en tire parti de sa spécificité. S'il est utilisé, c'est jamais de façon explicite ni de façon centrale, puis dans le reste des cas, il est abordé de façon globalement insatisfaisante.
Et la question qu'on va se poser, c'est forcément, c'est pourquoi ? Est-ce que le jeu de société, il est trop puritain pour oser s'emparer du sujet, ou bien est-ce qu'il serait trop immature pour être capable de le traiter de façon intéressante ? Alors, en préambule, je vais en fait exclure plein de jeux. Ces jeux qui parlent de sexe, amour, relations explicitement, mais qui ne traitent pas le sujet ou ne l'intègrent pas mécaniquement. J'ai d'abord décidé d'exclure de cette réflexion le jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle, il aborde de façon assumée ces thématiques depuis déjà plusieurs années. Peut-être pas si on ne joue qu'à Donjons et Dragons ou la Cavale de Cthulhu, sauf si vous avez des relations un peu intimes avec Cthulhu, mais enfin ça c'est votre problème. En revanche, si on vous intéresse au jeu de rôle indé, il y a de nombreuses propositions qui intègrent la sexualité, la romance, l'amour dans les thématiques centrales abordées. Et forcément, je vais penser à Monster Earth de Avery Alder, qui inclut expressément pour chaque mue un move d'ailleurs couché avec. Je ne sais pas si tu as joué à Monster Earth. Non, je n'ai pas joué. Et donc, tu as un move particulier, puisque c'est un PBTA, donc tu as des moves spéciaux. Et il y en a un qui est couché avec. Ce qui veut bien dire que le jeu, en fait, c'est un jeu qui t'impose en fait, d'avoir vraiment des relations sexuelles avec des PJ ou des PNJ. On pourrait discuter après de pourquoi le jeu de rôle y parvient et pas le jeu de société. On verra que je pense qu'à un moment ou à un autre, on va l'aborder. Parmi les jeux de société, je vais exclure également 2 catégories de jeux. Alors, ceux qui traitent de la sexualité ou de la romance avec dérision, souvent en reprenant les codes de l'humour oppressif. Il va s'agir en fait des jeux dérivés de Cards Against Humanity. Tu sais que c'est mon type de jeu préféré, bien sûr. Qui, sous prétexte d'une prétendue subversion, se moque de ce thème. Je vous renvoie pour la prétendue subversion à une chronique que j'avais faite sur Secret Hitler. Donc qui se moque de ce thème des émotions et désirs humains pour en faire quelque chose de honteux et puis dont on peut se moquer. Ces jeux ne traitent absolument pas du thème, ils ne l'utilisent en fait que pour en rire. Et un jour, écoute, je te parlerai sûrement de l'humour dans les jeux de société, parce que c'est un vrai sujet. Je vais exclure également les jeux de quiz ou de gages qui ne traitent pas le sujet, ni thématiquement, ni mécaniquement, mais qui sont des prétextes en fait à parler de sa propre sexualité, vision de la relation amoureuse. Ce sont en fait des versions un peu plus travaillées d'action-vérité. Un jeu traditionnel bien connu auquel nous avons probablement tous et toutes joué à l'adolescence à la faveur d'un voyage scolaire. Est-ce que c'est de la tradition au Canada, Christian ? Le jeu de la bouteille ? Action ou vérité ? Oui, donc on fait tourner une bouteille au centre d'un groupe d'adolescents et la personne pointée par la bouteille doit soit répondre à une question ou faire un truc. Ouais, nous on fait ça sans bouteille et ça se joue généralement dans les bus scolaires quand il fait un voyage de classe, dans le fond du bus de préférence. C'est le meilleur moyen pour se rouler des pelles sans que ce soit alors voulu. L'équivalent existe ici aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, dès que tu as fait un voyage scolaire, tu as joué à Action Vérité et donc tu connais ce genre de jeu. Et je signale l'excellent jeu sur BGG, allez voir Dr Rousse et Good Sex qui est un jeu de quiz où on parle de sa propre vie sexuelle, où Dr Rousse nous donne des conseils sur comment bien gérer notre vie sexuelle. Ça fait un petit peu peur. Donc ces jeux en fait ils ont souvent le but exactement inverse de celui qu'on attribue aux jeux en général, puisqu'ils sont pratiqués pour avoir des incidences dans la vie réelle. Alors on va revenir à la question du pourquoi. Je ne vais que proposer ici quelques pistes de réflexion. Je ne prétends pas avoir la réponse du pourquoi le jeu de société n'arrive pas à parler de sexe, de romance, d'amour et d'émoi amoureux. Alors la première explication que je propose, c'est qui sont les joueurs ? Et tu noteras que j'ai dit les joueurs. Oui, j'ai bien entendu. Et oui, il n'est pas besoin d'être une observatrice aguerrie pour constater qu'il est bien plus facile de tuer à tour de bras dans un jeu de société que de tomber amoureux. On devine que cela tient largement au profil des joueurs et on peut ici se référer en fait à des travaux qui existent notamment sur le jeu vidéo ou les loisirs culturels en général et qui montrent à quel point les émotions, la romance ou la sexualité y sont souvent sous-considérés, sous-cotés et surtout quand ces loisirs s'adressent en fait à un public masculin. Dans le jeu vidéo, il y a les otome games, les jeux de drague, qui sont centrés sur des histoires d'amour et qui sont principalement destinés aux femmes et qui ont gagné en popularité et qui ont contribué à féminiser le média. Ce sont des jeux vidéo qui se sont vraiment développés quand il a été question d'aller chercher un autre public que le public traditionnel, qui est plutôt un public masculin. Et donc, ce n'est pas un hasard, dans un marché saturé, répondre aux attentes d'un nouveau public, c'est aussi un enjeu commercial. C'est pas du tout par volonté de
de diversité. Hein. C'est pour faire du business, on les connaît, les éditeurs. De ville capitaliste. Horrible. On les déteste. Non, mais non, on les adore. Mais non, on les déteste. Non, on les adore. Éliminés, comme ça, il n'y aurait plus de jeu. Ah là là, c'est quoi ces clichés, monsieur le maire? Récemment, tranche de vie, j'ai écouté un épisode d'un podcast où les intervenants étaient plutôt aigris à l'égard des éditeurs de jeux de société et semblaient... donc, l'expression n'existe pas en France, parler à travers son chapeau. Non. Donc, parler à travers leur chapeau. OK. Ce qui signifie parler sans être en connaissance de cause. Ouais. À tort et à travers. À tort et à travers, voilà. Bon, je vais reprendre son acronyme. Mais non, mais je t'ai donné l'occasion de... Dans un article de 2010, Dominique Pasquier, elle montre que les pratiques de loisirs non seulement reflètent les différences de genre, mais contribuent en fait aussi à les renforcer. Alors dans cet article, il est notamment évoqué le déni de sentimentalité comme enjeu de construction de la masculinité. Alors dans cet article, il est question de séries TV sentimentales pour adolescents. L'exemple, c'est Hélène et les garçons. Je ne sais pas si vous avez subi ça au Canada. Je ne connais pas, mais je ne suis pas au fait. Petit vénard. Mais aussi de jeux vidéo. Donc en fait, il y avait les deux. Alors les garçons, c'était une série très sentimentale, un peu à l'eau de rose, qu'on dirait, qui était plutôt destinée effectivement à un public féminin. Mais on s'apercevait qu'en fait les garçons la regardaient tout en la critiquant, mais en fait la regardaient très bien et savaient très bien ce qu'ils estimaient qu'ils devaient critiquer dans la série. Si on lit l'étude, ce qu'il en ressort, quoi. Alors ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le jeu vidéo, c'est une pratique très éloignée a priori des séries sentimentales. Et puis c'est une activité qui est principalement masculine quand on examine l'intensité de la pratique. Hein. Je dis pas la fréquence, mais l'intensité. C'est-à-dire que... C'est quoi l'intensité, donc, pas comparé à la fréquence? En fait, ça veut dire que les filles peuvent jouer fréquemment aux jeux vidéo, mais les garçons, quand ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont le faire, par exemple, beaucoup d'heures d'affilée. En fait, ils vont vraiment... Ça va être la pratique, elle va être très intense. Elle va occuper une grande part de leur loisir, alors que les filles vont pratiquer le jeu vidéo comme un loisir parmi tant d'autres, en fait. Tu vois? Donc, on est plus dans l'ordre du binge pour le Exactement. Et donc, ce que Dominique Pasquier note, c'est tout est centré sur la pratique. Lorsqu'on joue, on joue. On ne parle pas d'autre chose que du jeu. Donc là, elle parle du rapport des garçons plutôt. Et surtout, on ne parle pas de soi. Les récits des joueurs sont très concordants, même lorsque les situations de convivialité qu'ils évoquent sont différentes, notamment des liens plus ou moins proches entre joueurs. Le jeu vidéo provoque énormément d'émotions, parce que l'envie de gagner une partie ou la peur de la perdre est une émotion forte, bien sûr, mais ces émotions ne débouchent absolument pas sur du dévoilement de soi, comme c'est le cas pour les cultures féminines autour de la romance. Donc ça montre exactement quels sont les liens entre les joueurs et les joueuses, versus les joueuses exactement dans le monde du jeu vidéo. Donc par analogie, dans le monde du jeu de société, qui a longtemps été majoritairement masculin, et dans lequel, même si les joueuses sont de plus en plus nombreuses, elles ont du mal à imposer une autre conception du hobby. Il est évident que le manque d'intérêt pour les questions liées à l'intimité sont étroitement liées avec le genre des joueurs. Plus les femmes vont investir le loisir, plus les thématiques abordées changeront, des thématiques qui correspondront à leurs attentes et avec lesquelles elles sont bien plus à l'aise que les hommes. Le désir, l'amour et l'émotion. Donc je mettrai dans le billet le lien de l'article en question. La deuxième explication, c'est quantitatif versus émotion. Une personne pour qui j'éprouve beaucoup d'estime me dit régulièrement: les jeux de société, c'est des maths. Ben, je suis d'accord avec cette personne. Ouais. Je me demande bien qui c'est, tiens. Oui. Alors, à chaque fois que j'entends cette phrase, elle me fait bondir un peu. Et elle me serre le cœur beaucoup. Et oui, et je pense que c'est un sujet que l'on abordera aujourd'hui ou lors d'une prochaine chronique. Bien évidemment, je sais qu'il a raison. Mais tu lui diras jamais en pleine face. Non, jamais. Et je pense qu'il a raison, mais partiellement. Peut-être pas tous les types de jeux, mais pour une grande partie d'entre eux. Ok. Alors, les jeux se caractérisent par des mécaniques qui sont traduites dans les règles de jeu. L'incidence de ces mécaniques se manifeste souvent par des éléments quantitatifs.
Point de vie, point de victoire, jauge qui monte et qui descend, ressources que l'on collecte. En quelque sorte, il y a toujours un effet de valorisation des actions effectuées pendant la partie. On peut appeler ça point de prestige, de bonheur, de ce que vous voulez, mais ça reste des points. Hein. Ça reste des valeurs mathématiques, Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quelque chose de quantifiable. Et oui, et je ne dis pas ça de façon péjorative. Or, utiliser des mécaniques qui conduisent à la quantification pour mettre en scène ce qui résulte de l'émotion, c'est forcément inadapté. Ces mécaniques, elles font appel à des choix rationnels éclairés, à l'homo economicus en nous. Or, ce qui a trait au désir, à la romance, aux sentiments amoureux, ça relève de nos émotions. Et ces émotions, le trouble, le désir, le doute amoureux, elles ne se traitent pas du tout à la quantification. Ou alors, quand on essaie, cela produit des effets absurdes ou contre-productifs. On gagne 3 points de passion ou 2 unités de séduction, comme dans certains jeux qui font de l'amour une ressource de plus à gérer dans une matrice de gestion. C'est un peu le cas dans Fog of Love, donc sur lequel je reviendrai plus en détail après. Pire, dans les jeux de gestion, on fait des enfants pour avoir de la main-d'œuvre supplémentaire. Alors, par génération spontanée, comme dans Agricola, au moins dans l'âge de pierre, on demande 2 meeples pour avoir un bébé, c'est un peu mieux quand même. Ou bien on va marier les membres de nos familles par intérêt économique. Je pense à Signoret, je sais pas si tu as joué. Non, Et- je me souviens de... Oh mon Dieu, In the Shadow of the Emperor, t'as déjà peut-être joué à ça? Non, j'y ai pas joué, mais je vois très bien le C'est truc. pas mal Ouais. aussi, ouais. Alors, ceci dit, d'un point de vue historique, et puis ces visions sont probablement pas fausses. Effectivement, les enfants étaient vus comme des ressources, de la main d'œuvre. D'abord des bouches à nourrir et Voilà. ensuite des bras. Voilà. Et ensuite, effectivement, les mariages c'était des alliances, donc c'est pas complètement faux. Hein. Mais c'est pas du tout compatible avec nos attentes à nous de joueuses de 2025. Alors donc, tu l'as compris, le résultat, c'est que la romance, quand elle a intégré un jeu, elle est souvent réduite à un effet mécanique sans profondeur émotionnelle. On n'aime pas, on obtient un bonus, on ne séduit pas, on remplit une condition, et le trouble, lui, reste absent du plateau de jeu. La troisième explication, c'est le problème du traitement de l'intime. Alors voilà, quand les jeux essaient d'aborder l'amour, le désir, les relations par la narration, on va se heurter à un autre écueil du jeu de société, c'est la qualité de l'écriture elle-même. Je vais être un peu méchante. Dans de nombreux jeux narratifs, les textes sont souvent caricaturaux, stéréotypés, binaires, l'amour il est pur ou un peu ridicule, fusionnel ou trahi, mais rarement nuancé, ambigu ou simplement crédible. On retrouve souvent de nombreux poncifs et le tout, bien souvent, sans subtilité ni vrai rythme. Et puis surtout, l'intime, il exige de la finesse, une capacité à dire les non-dits, à laisser respirer l'émotion dans les propos comme dans les silences. Alors, Fog of Love, dont je parlais tout à l'heure, il y parvient parfois. Mais alors, c'est vraiment un jeu dont il y a beaucoup à dire en termes de richesse de propos. Je dis pas que le jeu est riche en termes de gameplay, de ce qu'il propose, mais ce qu'on peut en dire, en tout cas, est très riche. On pourrait faire une chronique à part entière sur ce jeu, qu'on l'apprécie ou non. Tellement il y a vraiment il suscite beaucoup de questionnements. Rares sont également les jeux narratifs qui parviennent à faire de la romance autre chose qu'un élément de fluff. Là, comme ça, mon seul exemple, c'est un scénario d'Oltré, un jeu d'Antoine Boza, je sais pas si tu as joué, dans lequel si l'une des joueuses développe dans un des scénarios entre son patrouilleur ou sa patrouilleuse et un des PNJ une relation amoureuse, ça va changer les modalités de résolution de la fin du scénario. Donc c'est un des rares exemples que j'ai où c'est vraiment intégré dans le gameplay. Plus profondément encore, les jeux de société, ils reposent souvent sur une dynamique collective, publique. Or, l'intime, c'est par essence ce qui relève de la sphère privée. Et c'est difficile de parler d'amour sincèrement autour d'une table, peut-être dans un contexte familial, sans glisser dans la gêne ou la parodie. La quatrième explication, elle va te plaire, c'est l'inopérance du cercle magique. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas dit, celui-là. Ah, ça fait si longtemps que ça? Le flirt, la séduction, le désir, la sexualité sont déjà en eux-mêmes des formes de jeu. Ce sont des rituels codifiés, des échanges d'ambiguïté où nous interprétons des signaux avec du guessing et même du double guessing. On y trouve aussi du roleplay, de la prise de risque. Je suis sûr qu'en cherchant, on pourrait trouver d'autres similitudes avec les mécaniques de jeu. Peut-être pas le placement d'ouvrier, je ne sais pas. Alors, comment intégrer ce jeu-là dans un autre jeu? Comment faire cohabiter la tension amoureuse avec les règles d'un jeu de société? En effet, si on introduit la romance conçue comme un jeu, comme même élément de gameplay, on va superposer dès lors 2 cercles magiques. Celui de l'amour, souvent intime, spontané, fragile, et celui du jeu de société structuré, public et contraint. Et puis ces 2 cercles, ils peinent à s'emboîter. Parce que la romance, elle a une incidence dans la vie réelle, tandis que nous prétendons souvent que le simple jeu de société n'en a pas. Alors si on joue vraiment le trouble, l'attirance, alors on sort du contrat social ludique
et on peut rapidement mettre mal à l'aise autour de la table. Et sinon, on fait semblant. Et dans ce cas, on va jouer une caricature d'amour. L'émotion, elle est désamorcée avant même d'avoir pu exister. Et pourtant, parce que ça, il y a un espoir. Il existe un jeu qui parvient à faire ressentir des émotions qui sont proches de celles que l'on peut éprouver quand on est amoureux ou attiré par une personne. Un jeu qui pourtant ne parle pas du tout de ce sujet. Un jeu d'ailleurs dont on ne sait pas très bien de quoi il parle. Manifestement, il parle de lapins et de shurikens. Voilà. Et oui, The Mind est un jeu de Wolfgang Warsch à communication limitée dans lequel on doit jouer ses cartes dans l'ordre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler en quoi consiste The Mind ? Bien sûr, tu vas jouer à The Mind. Je vais jouer à The Mind, je vais même l'expliquer. Chacun a une main de cartes, sans se parler, sans se faire de signes ni rien. Il faut qu'on joue nos cartes dans l'ordre croissant sans savoir ce que l'autre a dans sa main. Alors, The Mind, il se joue jusqu'à 4. Mais moi, je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus intense à 2. Et oui, c'est sa meilleure config. Un peu comme le sexe, enfin, ça dépend. Mais disons que peut-être que le sexe, c'est très bien aussi à 4, mais je pense que la config la plus connue, c'est quand même à 2. Parce qu'à 2, toute notre attention, elle va être tournée vers notre partenaire de jeu. On va décoder les signes qu'il ou elle envoie de façon non verbale, deviner ses intentions, essayer de lire dans son esprit. Et quand on pense y être arrivé, on prend un léger risque. On joue sa carte. Exactement comme ce moment où Julien Sorel va oser saisir la main de Madame de Rênal. Et en cas de doute, on peut recourir à un shuriken. Et celui-ci ne sera effectivement utilisé que si toutes les joueuses sont d'accord pour le faire. Le shuriken, c'est un peu l'expression du consentement qui est demandé. Et puis parfois on se trompe, on joue les cartes sans respecter l'ordre croissant, on perd alors une carte, un peu comme quand on a tenté quelque chose et que l'autre a juste répondu non, ce qui dans le jeu n'est pas très grave, mais parfois un peu plus difficile dans la vie. Alors bien sûr, vous allez toutes et tous vous souvenir de toutes ces parties jouées en famille avec votre frère ou votre sœur, et peut-être que l'analogie vous mettra un peu mal à l'aise, bien sûr, sauf si vous appelez Maxildan. Je rappelle Maxildan Malaise, YouTube, n'hésitez pas. Pourtant, The Mind mobilise exactement ce que nous mettons en œuvre dans le jeu de la séduction, que nous soyons animés par l'amour ou le désir. Il ne s'agit pas de calculer quelque chose, non. The Mind, ce n'est pas un jeu de guessing, à l'instar de Consent Equal, un jeu de 2014, qui lui parle d'une relation explicite entre une humaine et une alien, et dans lequel on va jouer plutôt de façon simultanée. The Mind, c'est un jeu d'intuition, d'estimation, d'empathie. Et il requiert d'ailleurs que les joueuses soient synchronisées pour en faire une expérience inoubliable. Et c'est peut-être ça la clé, ce n'est pas tant de faire des jeux sur la romance ou le désir, c'est de concevoir des jeux qui font ressentir des choses proches de l'élan amoureux. Le doute, l'attente, la synchronisation, la sensation d'être connecté à l'autre sans avoir besoin de tout dire. The Mind, il ne parle pas d'amour, mais il fait vivre une forme de lien fragile, furtif, parfois raté, parfois magique. Et c'est peut-être là que le jeu de société a quelque chose à dire. La sensation plutôt que la représentation. Waouh, quelle belle finale. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on est presque synchro parce que nos chroniques abordent des émotions qui prennent des formes, ou on essaie de leur donner une forme. Donc, comment The Mind, qui est un jeu de cartes avec des numéros, donc on ne peut plus mathématique. Non, mais c'est vrai, je veux dire, simplement poser ses cartes en ordre croissant. Mais bien sûr, oui, ça s'appelle de la numération, et c'est ce que les enfants font en CE1 ou CE2 dans le programme français. C'est quel âge, ça, CE1, CE2? C'est 7-8 ans. Ils font donc, de la numération, ouais, voilà, c'est ça. Ils font vraiment ils classer les nombres, être capable de classer des nombres en ordre croissant ou décroissant. Mais en fait, parce que nos auditeurs le savent maintenant et nos auditrices aussi, on lit la chronique l'un de l'autre avant l'épisode pour se préparer. Ouais. Et non, j'ai vraiment aimé ton idée comme quoi The Mind est ce jeu qui représente le mieux la communication ou l'intuition, quasiment le langage non verbal avec d'autres personnes. Je pense que oui, ça peut s'appliquer ou ça peut se coller à une séduction amoureuse, mais c'est plus large. Ça parle de toute connexion. Non, toute communication avec une autre personne? En fait, c'est un sujet... moi, ça fait 1 an que ce sujet-là, je l'ai en tête, parce que la question de la romance, etc., c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement sur le manque dans le jeu de société de ce traitement, en tout cas. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas traiter et mécaniquement et le thème ensemble, et que du coup, la seule façon de bien le traiter, c'est de pas vouloir le traiter, en fait. C'est comme si c'était un contre-pied. Et je trouve que dans The Mind,
c'est vraiment un jeu où tu ressens. Après, en même temps, c'est super perso, mais The Mind a vraiment ce côté de décrypter l'autre exactement comme dans toutes les relations non verbales. Alors là, je grossis un peu le trait et on va parler clairement. Pour moi, The Mind, c'est vraiment un jeu qui pourrait parler de la sexualité et de la sexualité où de la sexualité et où t'es vraiment dans l'échange en fait avec l'autre sans avoir besoin de te parler, où t'es dans le test et dans le ressenti. Mais je pense que c'est vraiment un jeu qui parle de l'empathie, du fait de ressentir l'autre, de la connexion. Et ça parle de la connexion, oui. Ouais, ça parle vraiment de ça. Et c'est un sujet qui est pas si fréquent en fait, je trouve. Enfin, c'est pas une mécanique qui est si fréquente. Parce que... Mais non, mais je veux dire, il y en a plusieurs qui considèrent que The Mind n'est pas un jeu, ou que c'est n'importe quoi, ou que... Mais en fait, par rapport à d'autres jeux, The Mind, c'est pas du guessing, tu vois, c'est pas du double guessing, c'est pas du guessing. Parce que le guessing, c'est de dire, bon, le choix logique, ce serait que tu mettes le poison dans mon verre. Maintenant... Ou alors, il faut que tu aies une information. Par exemple, si on prend... Je pense qu'on s'en tackle, l'autre jeu... il repose beaucoup plus là-dessus. C'est-à-dire que t'as quand même, à un moment, t'as des informations qui vont s'accumuler, qui vont te permettre de deviner. Dans The Mind, il n'y a rien à deviner, puisque de toute façon, on doit poser les cartes dans l'ordre croissant. Donc, ce n'est juste qu'une interprétation des signes de l'autre. Et d'ailleurs, je pense que même dans The Mind, à part peut-être les derniers tours où t'as beaucoup de cartes en main, enfin, quand t'as 3 cartes en main, tes numéros de cartes, tu les connais. T'as plus besoin de les regarder. Donc, en fait, ton jeu à toi, il ne compte pas. Tu n'es que dirigé vers l'autre. Oui. Tu vois, c'est ça. Tu ne fais que regarder l'autre, en fait. Et c'est vraiment comme, je pense que j'espère, je souhaite à toutes les auditrices et les auditeurs de l'avoir vécu. Ces moments où tu es dans une relation amoureuse où toute ton attention, elle est tournée vers l'autre, la compréhension de ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, et de réagir en fonction de l'autre, en fait. Et pour moi, The Mind, c'est vraiment un jeu où tu réagis en fonction de l'autre, quoi. Oui, tout à fait. On peut m'imaginer aussi que, comme le jeu a une fonction dans notre société, beaucoup de divertissement, ça peut être autre chose, on en a déjà parlé, blablabla. Mais on fera pas le débat. Pour plusieurs, ça a une fonction de divertissement. Et donc, amour, sexe et émotion, c'est quelque chose qui met les gens peut-être un peu mal à l'aise. On va en privé parler à un psychologue de ces trucs-là. Donc... il y a une dissonance entre je vais m'amuser, mais je vais parler de sujets qui me mettent mal à l'aise. Donc, c'est peut-être aussi une explication pourquoi on n'en retrouve pas, en fait, de thématiques ou qu'on va pas vraiment aborder la chose parce que c'est trop près d'un sujet sensible. Ouais, puis parce que je pense que c'est des sujets pour lesquels il est très difficile de faire la frontière entre qui on est et ce qu'on joue, en fait. Je pense que la porosité, elle est très très forte en réalité. À moins de vraiment prendre le contre-pied, mais là de faire une caricature et de devenir grossier. Ouais, sauf qu'en fait le problème c'est ça, c'est que dès que c'est traité, c'est souvent caricatural, mais que ce soit traité de façon, forcément parce que je pense qu'en plus très vite on va s'inspirer on va forcément s'inspirer de choses qu'on a vécues, donc c'est hyper dur en fait. La distanciation, elle est très difficile. Et puis parce que je pense que c'est pas du tout ce qui a été proposé jusqu'alors. Enfin, moi, j'ai déjà eu, même dans le jeu de rôle, qui est quand même beaucoup plus en avant sur le traitement du sujet, moi, j'ai vécu beaucoup de parties de jeux de rôle indé où il y avait juste de type un peu où tu dois poser des questions pour créer des relations interpersonnelles, où à chaque fois que la question c'est, par exemple, c'est quand la dernière fois on a couché ensemble ou pourquoi on a rompu, la personne... Entre les deux personnages. Ouais, voilà, deux personnages. Oui. Les gens, ils sont gênés et les mêmes personnes, 3 heures avant, elles t'avaient parlé d'un jeu de rôle beaucoup plus classique où elles t'expliquaient qu'elles avaient torturé des gens, etc. Alors que dans la vraie vie, on peut considérer qu'on est quand même plus familier avec le fait d'avoir couché avec quelqu'un qu'avoir torturé des gens. Enfin, je le souhaite en tout cas. On l'espère. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est assez amusant, comme quoi il y a il y a même un excès de pudeur, en fait. C'est un problème vraiment de capacité à évoquer ces sujets-là qui est vrai. Je pense que ça dépasse l'idée du jeu de société. C'est nos conventions sociales, ça. Bah ouais, mais en même temps, la torture, c'est beaucoup moins... Enfin, je sais pas pourquoi le fait de tuer et de... Je vois pas pourquoi le fait de tuer et de torturer, et ça dépasse pas nos conventions sociales, mais tu vois. Peut-être parce que c'est plus loin
de nous, donc ça devient évident que ça nous rejoint pas, que c'est pas nous qui... Et je pense qu'il y a une incapacité et une immaturité à parler des sujets qui sont liés aux émotions et de parler de sexualité de façon juste adulte et sans que ce soit tout de suite soit grivois, potache, soit tourné au ridicule, soit tourné au ridicule mais dans le sens des trucs de filles, tu vois, comme on disait dans la romance, quoi. En fait, il y a vraiment un peu de mépris pour des centres d'intérêt qui sont jugés plus féminins. Mm-hmm. Mais et là, j'avais envie de te relancer, là, juste pour la pointe. Oui. Là. Ouais. Quand tu parles de t'intéresser justement à des préoccupations féminines, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire, de propager ou de renforcer des conceptions qu'on essaie de briser par le féminisme? Non, je pense pas, parce que je pense que oui. vraiment, ce sont des sujets avec lesquels les filles sont beaucoup plus à l'aise, et c'est plutôt à leur crédit. Je pense qu'on est beaucoup plus mature dans la discussion, les discussions sur ces sujets-là. Ça, c'est sûr. Non, mais de dire que ce sont des préoccupations féminines, c'est pas entretenir des stéréotypes? Non, pas du tout. Non, je pense pas que ce soit des stéréotypes. Je pense que c'est vraiment une réalité. En tout cas, c'est pas que ce soit des préoccupations, c'est une capacité à évoquer ces sujets. Ça peut être, oui. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. C'est pas que c'est les hommes, parce que les hommes, ça laisse entendre que les hommes n'auraient pas cette préoccupation-là. Mais c'est aussi parce qu'on c'est tout le sujet de l'exploration des sentiments, des émotions et l'expression des émotions. On sait très bien que ce sont des sujets qui sont interdits aux hommes depuis longtemps pour des tas de raisons qui s'expliquent aussi pour des raisons pragmatiques. À partir du moment où alors je renvoie à un excellent podcast des couilles sur la table qui explique que à partir du moment où les hommes sont des soldats, il est hors de question qu'on les laisse explorer des émotions, du ressenti, de la peur, etc. Il faut qu'ils soient beaucoup plus dans le capacité d'être blindés, etc. Donc c'est aussi pour des raisons très pragmatiques on les en empêche. Et je pense que les hommes aujourd'hui sont les premiers à s'en plaindre, en fait, de pas être qu'on les facilite, de pas avoir été habitués, en fait, à. Oui, mais c'est pour ça que je dis que, à mon avis, on devrait pas dire que ce sont des préoccupations féminines. Ce sont des préoccupations pour tout le monde. Ce sont des préoccupations féminines dans le sens où on a laissé aux femmes la possibilité de l'explorer. Oui, mais et que elles l'ont fait sans aucune difficulté, et que de fait, c'est pas sous-coté chez les femmes de le faire. Mm-hmm. Alors que chez les garçons, il y a quand même cette idée que c'est des préoccupations inférieures, en fait. Oui, mais j'irais pas jusqu'à dire que... Je comprends et je suis d'accord que les femmes ont plus été élevées comme ça. Maintenant, vu qu'on essaie de briser... C'est que ça leur est permis, quoi. On essaie de briser ou de changer ces stéréotypes-là. Je dirais pas que ce sont des préoccupations féminines. Non? Mais peut-être que ce sont des préoccupations que les femmes n'ont pas peur d'assumer. Probablement, oui. Plus que dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Mais je sais que c'était juste pour te reprendre. Ben oui, tu fais bien. Je rejoins aussi l'idée que ce que tu disais un peu sur les trucs ou les mathématiques, c'est que c'est bizarre ça. Donc je suis étonnée. C'est parce que il me semble déjà avoir entendu quelqu'un dire que les jeux de société, c'est pas quelque chose de narratif. Ou si c'est narratif, ce n'est qu'à travers ces mécanismes. Okay, donc... Et non, mais je veux dire, donc, je sais pas, moi, il faudrait retrouver la source. Faites vos recherches. Forcément, vu que les relations interpersonnelles, c'est beaucoup plus une histoire, je pense, qu'une question de quantité. Comme on n'est pas dans le narratif, dans le jeu de société, ça devient plus difficile. C'est là où, oui, effectivement, après en avoir discuté avec toi, parce que... Oui, tu m'as dit ça 100 fois et en vrai, t'as complètement raison. Le problème et pour avoir joué à des jeux qui veulent te faire éprouver, comme Fog of Love, quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, en tout cas de la relation etc. En fait, tout ce qui va devenir calculatoire et qui va s'apparenter à des maths, comme tu le dis. Avec une jauge, des jauges et tout. Et en fait, ça marche pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que le calcul finit par l'emporter sur l'émotion et l'émotion n'existe plus. Si ta condition de victoire est reliée à une jauge à atteindre, à remplir. C'est un peu désespérant, en fait, là, ce que tu me dis, parce que, tu vois, ça m'a fait le même effet, le dilemme du roi, que Fog of Love. C'est-à-dire que il y a plein d'idées, il y a plein de bonnes intentions, sauf qu'à la fin, tout ce qui t'en retient, c'est qu'il y a des jauges à monter en fonction d'objectifs. Mais c'est parce que tu as mis une condition de victoire. Et le jeu, il n'est pas prisonnier. Ah tiens, je fais une dérape encore. Il y a quelqu'un récemment qui me demandait c'était quoi le but du jeu de société Dead Cells. Et j'étais un peu embêté parce que Dead Cells, je pense, pose des questions intéressantes. Quel est le but?
Est-ce que le but, c'est de tout débloquer? Est-ce que le but, c'est de battre un boss? Est-ce que le but, c'est... Et au final, j'en arrive... Non, mais c'est une question que je me pose après avoir participé au jeu, parce que la seule réponse que j'ai pu donner, contrairement aux autres jeux où il y a une condition de victoire claire... Mais c'est un vrai sujet ce que tu dis, parce qu'il y a des tas de personnes pour qui jouer, c'est avant tout... Et ça revient à une discussion qu'on a déjà eue sur les profils motivationnels. C'est gagner. En fait, c'est la victoire. Ben, le but du jeu, souvent, on te dit d'abord, c'est le but, c'est de gagner en faisant ceci. Mais c'est vrai que tu as des personnes, et moi, je me classerais plus dans ces personnes-là, pour qui c'est l'expérience qui l'emporte sur la question de la victoire ou pas. La victoire n'est qu'accessoire. Mais oui, elle est accessoire, mais si elle n'était pas là, l'expérience serait pas la même. S'il n'y avait pas une condition de victoire, la condition... Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des tas de personnes qui peuvent jouer sans que le fait de la question de la victoire se pose à un moment et soit dans leur esprit et que c'est l'expérience qui reste, en fait. Mais je pense qu'on va vivre des émotions parce qu'on va être sur ce chemin de la victoire. Et donc, si elle n'était pas là, s'il n'y avait pas l'objectif, on n'aurait pas les mêmes émotions. Tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Du tout. Je pense que ça dépend vraiment des profils motivationnels et clairement, après, un jeu de société qui fasse ressentir. Alors, thématiquement, en fait, j'y crois pas. Je dis n'importe quoi. Les jeux érotiques. Mais lesquels? Parce qu'en fait, t'as des jeux vraiment pas ouf, quoi. Là, j'ai pas beaucoup d'exemples. Mais je veux dire, vous avez certainement ce genre de truc qu'on rentre dans une boutique érotique Ouais, mais en fait, souvent, c'est des jeux de dés pour dire, fais telle position, fais tel truc. Mais, je veux dire, ils abordent la question. Ils abordent la question. Est-ce que c'est vraiment un jeu? Est-ce que, en fait, c'est des jeux de gage. Je suis pas sûre que ce soit très... Tu vois, c'est pas ça qui te fait ressentir plus le sexe qu'autre chose, quoi. Il y a pas un peu de snobisme, là? C'est des jeux de gage, mais c'est des jeux quand même. Mais moi, je suis snob, monsieur Jao. Mais non. Mais cette phrase-là, je veux dire... Mais non, en tout cas, quand tu gagnes à The Mind, t'as un sentiment de victoire qui est beaucoup plus fort qu'à beaucoup d'autres jeux coop. Oui. Donc, tu soulignes encore une fois que la victoire est importante dans le jeu. Ah, putain, tu fais chier. Non, mais en fait, en vrai, les jeux de gage, c'est un gage que tu remplaces un gage par un autre, ça change rien. C'est pas ça qui fait et c'est exactement comme je te dis, que narrativement, on te réexplique que il y a une histoire d'amour, mais que t'es une histoire d'amour, que tu plantes des choux, en fait, souvent, thématiquement, ça revient au même. Et ce qu'il faut, c'est que t'arrives à éprouver quelque chose. En fait, il y a que l'émotion qui compte, non? Les mathématiques dans le jeu sont au service de l'émotion, oui. Voilà. Ouais. Eh bien, on a fait le tour? Ouais, je crois qu'on s'est dans du gin tonic. Ben, merci beaucoup. Merci de ta présence à Montréal. Mais oui! Merci à nos auditrices. Mais merci de m'avoir invité dans ton podcast, monsieur Christian Lemay. Ça fait grand plaisir. Donc, la semaine prochaine, au point de Christian Lemay, on reçoit... Quoi, tu me remplaces déjà? Putain. Ben, on remercie tous les auditeurs, toutes les auditrices. Et on vous dit, est-ce que c'était notre dernière chronique nuage avant la rentrée? Mais oui, on se retrouve pour la saison 3. La saison 3. Tu as déjà écrit toutes tes chroniques de la saison 3. Moi, j'ai déjà 3 chroniques d'écrites pour l'automne prochain. Je ne peux plus supporter cet homme. Enlevez-le, j'en peux plus. Je finis à peine une chronique, il en a 4 d'avance. Qu'est-ce que je fasse? Comment voulez-vous que je lutte contre lui? Après, il faut que je lise, faut que je commente, mais moi, je m'en sors plus, moi, monsieur. Bon. Ben, je vais prendre ma retraite. Non! Mais non, il est plus jeune que moi. Ne dis pas ça, c'est horrible. Alors, merci beaucoup. Merci, on se dit à la prochaine. Ouais. À l'année prochaine. À la saison prochaine. Salut. Bye. Cette émission, enregistrée en présentiel à Montréal le 24 mai 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission. Et écoutez du blues.